Isaac Newton. Quand on pense à lui, on pense tout de suite à la loi de la gravitation universelle. Ouais, la fameuse pomme, le calcul infinitésimal, la mécanique céleste. Exactement. C'est vraiment l'incarnation même de la rationalité scientifique absolue. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que dans le secret de son bureau, vraiment loin des regards de la communauté scientifique, il y avait un manuscrit qu'il étudiait de façon purement obsessionnelle. Et c'est assez dingue de se l'imaginer. Ah oui, complètement. Et on ne parle pas d'équations mathématiques ici. On parle d'une recette cryptique d'à peine, une douzaine de lignes, prétendument écrite par un dieu égyptien antique. C'est vrai que le contraste est saisissant. Imaginez l'architecte de la physique moderne se pencher, nuit après nuit, sur un texte ésotérique qui parle du soleil comme d'un père et de la lune comme d'une mère. C'est lunaire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ça crée un véritable vertige intellectuel. Et c'est justement ce vertige qui motive notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Notre mission, c'est de décrypter ce texte précis. C'est l'un des documents les plus denses et vraiment les plus influents de l'histoire humaine, la fameuse Table d'Émeraude. Ou la tabula smaragina pour les puristes. C'est ça. Et pour faire ça bien, on s'appuie sur des sources incroyables. On a des manuscrits historiques qui remontent au Moyen-Âge, des analyses encyclopédiques très détaillées sur l'histoire de l'hermétisme et des décryptages philosophiques. Et il faut bien préciser à notre audience que l'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de faire l'inventaire d'une vieille superstition poussiéreuse. Ah non, surtout pas. Le but, c'est de comprendre intimement comment ces formules un peu cryptiques recèlent en fait des outils psychologiques concrets, des grilles de lecture d'une modernité absolue pour notre vie quotidienne. Tout à fait. Parce que c'est un texte qui propose un modèle pour comprendre l'architecture de la matière, oui, mais surtout l'architecture de notre propre esprit. D'accord, décortiquons cela, en commençant par le vernis mythologique si tu veux bien. Allons-y. Parce qu'avant de lire le texte, il faut comprendre d'où il vient. La tradition ésotérique, elle, affirme que ce texte a été rédigé par un certain Hermès Trismégiste. Littéralement, Hermès 3 fois grand. Voilà. C'est une figure de fusion, vraiment un syncrétisme parfait entre le dieu grec Hermès, celui qui guide les âmes et transmet les messages des dieux, et Thoth. Le dieu égyptien. C'est ça, l'inventeur de l'écriture, le gardien de la sagesse cosmique. Et la légende raconte que ce texte aurait été découvert gravé sur une plaque d'émeraude massive. Directement dans son tombeau, c'est ça. Directement dans son tombeau, entre les mains de sa momie. C'est hyper cinématographique. Et d'ailleurs, le choix de l'émeraude dans ce mythe fondateur, c'est pas un hasard esthétique du tout. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, dans la symbolique antique, l'émeraude, c'est la pierre de la révélation, de la vue perçante, et elle est traditionnellement liée au dieu Hermès, tout comme le mercure l'est dans la catégorie des métaux. Ah, logique. Mais, et c'est là que nos sources historiques interviennent, notamment les travaux fascinants du chercheur Julius Ruska, ils démontrent que toute cette mise en scène sépulcrale, c'est une allégorie totale. Donc, ça ne vient pas d'une pyramide égyptienne. Absolument pas. La plus ancienne trace écrite de la table d'émeraude ne vient pas du tout d'Égypte. Et c'est là que l'histoire devient vraiment surprenante, parce que les archives nous ramènent en réalité au monde arabo-musulman du 9e siècle. Ah oui, le grand âge d'or islamique. Exactement. Le texte apparaît en fait comme un appendice d'un énorme traité, le livre du secret de la création, le Kitab Sir al-Halika. Et ce manuscrit est attribué à un certain Balinus. Qui est la déformation arabe d'Apollonios de Thiène, non Tout à fait, un philosophe grec et thaumaturge du 1er siècle. Mais attends, il y a un truc paradoxal ici. Si ce sont les savants du Moyen-Orient médiéval qui ont écrit ce texte, pourquoi l'attribuer artificiellement à un philosophe grec qui trouve le tombeau d'un dieu égyptien? Je veux dire, pourquoi cette double mystification? Pseudo-épigraphie. Un bien grand mot. Ouais, ça sonne compliqué, mais en gros, le but n'était pas de falsifier pour arnaquer les gens, c'était plutôt pour inscrire une pensée nouvelle dans une lignée d'autorité intemporelle. L'alchimie arabe du 9e siècle n'était pas juste là pour copier passivement de vieux parchemins grecs. Non, c'était un vrai laboratoire, c'est ça. Absolument. C'était une innovation conceptuelle majeure. Des savants comme Jabir ibn Hayyan, qu'on connaîtra en Europe sous le nom de Geber, ils ne faisaient pas que de la poésie occulte. Ils étaient dans le concret. Totalement. Ils construisaient des alambics complexes, théorisaient la distillation, ils cherchaient à comprendre la logique interne de la matière. Geber a même formulé l'hypothèse que tous les métaux naissent de l'interaction entre le soufre, pour la combustibilité, et le mercure pour la malléabilité. Et donc, c'est de ce bouillonnement scientifique arabe que la table d'émeraude émerge. Et ensuite, elle voyage. Elle arrive en Europe. Au XIIe siècle, avec la traduction latine. La fameuse version Vulgate.
C'est la version commune diffusée chez les savants occidentaux. Et puis bam, la Renaissance arrive. L'explosion intellectuelle. Grave. Et la traduction de ces textes agit comme un code source ouvert pour les intellectuels européens. En 1471, Marsil Ficin, un érudit italien, traduit le Corpus Hermeticum. Et il introduit un concept complètement dingue, la Prisca Theologia. La théologie antique. C'est ça. L'idée qu'il existerait une théorie unifiée du tout, parfaite, donnée à l'humanité bien avant Moïse. Et que même Platon et Pythagore n'en seraient que des héritiers lointains. Tu imagines la secousse sismique pour l'Europe de la Renaissansienne. L'idée d'avoir à portée de main une sagesse capable d'expliquer le salut de l'âme et la transmutation du plomb en or. Ça a transformé la table d'émeraude en un manifeste absolu. L'espoir de décoder la signature de Dieu dans la matière, carrément. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on associe souvent cette quête, tu vois, à des mages marginaux dans des châteaux un peu sombres. Les fameux vieux fous avec leurs chaudrons. Exactement. Et pourtant, on en revient à notre point de départ, Isaac Newton. Il traduit la tabula, il la note, il est obsédé. Mais comment le père de la physique, le gars qui calcule la trajectoire des comètes, comment a-t-il pu accorder du crédit à un texte qui semble sortir d'un conte de fées ésotérique? Alors ça paraît contradictoire, oui. Mais ça s'explique très bien si on regarde l'histoire des sciences, comme le fait le philosophe Bernard Joly dans nos sources. À cette époque, l'alchimie classique, c'était la chimie. C'était la science légitime, en fait. Voilà, c'était l'avant-garde de la rationalité pour comprendre la matière. Tu vois, Descartes pensait que l'univers était plein, que les planètes tournaient dans des tourbillons mécaniques. Oui, tout devait se toucher pour bouger. Exactement. Mais Newton arrive avec une idée qui choque tout le monde. L'action à distance, dans le vide. Comment le Soleil peut attirer la Terre sans la toucher? C'est vrai que c'était révolutionnaire. Et pour imaginer ça, Newton s'est appuyé sur des décennies de lecture alchimique. En alchimie, les concepts d'attraction et de sympathie invisible entre les matières sont centraux. En gros, l'alchimie lui a fourni le cadre mental pour pouvoir conceptualiser la gravité. C'est fou. C'est une révélation absolument phénoménale quand on y pense. La mécanique céleste moderne est née, en partie du moins, des intuitions de l'hermétisme. C'est vertigineux, oui. Et ça nous mène tout naturellement à la toute première ligne de cette fameuse table d'émeraude. C'est sans doute la phrase la plus célèbre de tout l'ésotérisme occidental. Vas-y, je te laisse la lire. Le texte s'ouvre comme ça. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'architecture hermétique. C'est la proclamation du principe du macrocosme et du microcosme. Le fameux un le tout. Exactement. L'idée que l'univers n'est pas juste un tas d'objets séparés, mais un tissu continu d'analogies. Le haut, c'est l'infiniment vaste, le cosmos, le divin. Et le bas, c'est l'infiniment petit, le monde terrestre, le corps, l'esprit humain. Et les deux fonctionnent avec les mêmes lois. Ce qui est époustouflant, c'est que quand on dépoussière ça de son aura magique, on tombe sur des concepts scientifiques super modernes. C'est la théorie des fractales ou la pensée systémique. C'est tellement vrai. Les fractales, c'est exactement ça. Bah oui, tu odeurs d'une feuille d'arbre. Ces nervures reflètent exactement la ramification des branches de l'arbre entier, qui elle-même ressemble à la façon dont un fleuve se divise avant l'océan. Le petit contient le code du grand, dynamique du monde entier. Le bas décode le haut. C'est tout l'enjeu de la philosophie hermétique. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il ne fait pas qu'observer cette symétrie. Pour que le haut et le bas interagissent, il faut des forces motrices. D'où la ligne suivante. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Là, on retrouve les 4 éléments de la physique antique. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Mais ils sont personnifiés. Et chaque personnage a un rôle précis, j'imagine. Absolument. Le soleil, le feu, c'est le principe actif. C'est l'ordre, l'information, l'intention pure. La lune, l'eau, c'est le principe passif et réceptif. C'est la matrice cosmique dont on a besoin pour incarner l'intention. Et le vent et la terre? Le vent, l'air, c'est le vecteur qui transporte tout ça. Et la terre, c'est la gravité, l'épaisseur qui stabilise l'œuvre. D'ailleurs, nos sources parlent d'Ortulanus. L'alchimiste du XIVe siècle? Oui, celui qui se faisait appeler le jardinier.
Il a écrit un commentaire majeur où il explique que ces allégories décrivent la mécanique de la création divine. Comment Dieu impose l'ordre au chaos primordial grâce à l'équilibre de ses forces contraires. D'accord. Et c'est en explorant ces forces qu'on tombe sur une ligne dont l'histoire est presque comique, mais qui a façonné la philosophie européenne. La phrase dit « Le père de tout le télesme de tout le monde est ici ». Ce mot « télesme », c'est quoi au juste? Alors là, l'histoire de ce terme est géniale. Ça montre à quel point un hasard peut créer un mythe. Le mot vient de l'arabe tilasme. Qui a donné talisman en français, non? Exactement. Et en arabe, ça désignait juste un secret opératoire ou une pratique d'imprégnation magique. Mais lors de la traduction au latin au Moyen-Âge, le traducteur a bloqué. Il n'a pas compris ce mot technique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de chercher l'équivalent, il l'a bêtement latinisé en télesmus. Il a inventé un mot, quoi. Ah, énorme! Ouais, il a créé un mystère métaphysique de toutes pièces. Les penseurs européens se sont jetés sur ce télisme mystérieux pour en faire le concept suprême de la force vitale universelle. C'est incroyable. Une erreur de traduction qui devient le saint graal conceptuel de tout un continent. Mais bon, ce qui compte vraiment, c'est l'utilité de ces concepts. Si on traduit le couple Soleil-Lune en psychologie aujourd'hui, ça fait totalement sens. Ah oui, c'est très clair. Le Soleil, c'est notre conscience logique, notre capacité d'analyse. Et la Lune, c'est notre inconscient, notre part intuitive et émotionnelle. L'alchimie nous dit que l'un sans l'autre, c'est le déséquilibre et la stérilité. Et cette idée d'équilibre nous mène au cœur pratique du texte. L'alchimie, c'est pas juste spéculer dans son fauteuil. C'est une pratique exigeante, le fameux grand œuvre. Et la table donne le protocole exact juste après. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. La clé de toute l'opération. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Séparer la terre du feu. Comment on applique cette injonction chimique à notre propre mental? C'est la description de l'œuvre noire, la phase de dissolution. Sur le plan matériel, l'épais, la terre, c'est la matière confuse. Mais sur le plan de l'esprit, c'est nos biais cognitifs. Notre ego. Ouais, notre ego, nos certitudes aveugles, nos peurs. Le subtil, le feu, c'est l'essence de la vérité, la clarté de la conscience qui est étouffée sous cette boue. Le but de l'alchimiste, c'est d'extraire cette vérité sans la brûler. D'où le mot « doucement ». C'est le mot le plus crucial. Si l'alchimiste chauffe son fourneau latanor trop fort par arrogance ou par impatience, le vase éclate. Tout est ruiné. C'est une vraie leçon d'humilité. Et cette mise en garde résonne de façon hyper forte aujourd'hui, je trouve. On n'a plus besoin d'un fourneau en briques pour pratiquer ça. La séparation du subtil et de l'épais, c'est vraiment le défi central de notre époque moderne. Et cela soulève une question importante. Comment définit-on l'épais aujourd'hui selon toi ? Je dirais que l'épais, c'est notre environnement informationnel. On baigne dans une boue numérique, tu vois. Le bruit médiatique permanent, l'indignation sur les réseaux, la surinformation. La matière lourde par excellence. Exactement. Et la véritable hygiène mentale aujourd'hui, notre alchimie moderne, c'est de tamiser cette avalanche de données. Isoler le signal du bruit. Isoler la nuance, le subtil de ce chaos assourdissant. Et comme le dit le texte, ça ne peut se faire qu'avec grande industrie et doucement. Faut ralentir, quoi. Refuser la réaction instantanée que les algorithmes nous demandent. C'est une très belle analyse. Extraire le sens exige de ralentir. Mais attention, la table d'émeraude est implacable là-dessus. Contempler la vérité pure, ce n'est pas la fin du chemin. Le texte impose un mouvement strict. Il monte de la terre au ciel et de rechef il descend en terre. Et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Donc un mouvement dans les deux sens. L'aller et le retour. Fondamentalement. S'élever vers le spirituel, vers les idées claires, ça n'a aucune valeur si on ne redescend pas immédiatement. L'hermétisme déteste l'idée du sage perché dans sa tour d'ivoire, coupé du monde. Il faut incarner cette sagesse. Voilà. Il faut dérechef, descendre en terre, donc ramener cette clarté dans l'action quotidienne, dans les relations humaines. C'est spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. C'est le seul moyen d'obtenir la gloire de tout le monde. Et ce mouvement de descente dans l'obscurité, ça me fait penser à cet acronyme hyper célèbre des traditions initiatiques, le mot vitriol. On le voit souvent gravé avec la table. Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée.
C'est bien plus qu'une métaphore de spéléologie. Oh que oui, c'est l'injonction suprême du travail de l'ombre, comme dirait Jung. Visiter l'intérieur de la Terre, c'est explorer ses propres abîmes psychologiques, regarder en face ce qui est laid, refoulé, terrifiant en nous. Et rectifier, c'est quoi? C'est comprendre et équilibrer ces traumatismes. Ce n'est qu'au fond de ces ténèbres, une fois qu'on a fait ce travail de rectification, qu'on trouve la pierre cachée, le noyau pur de notre personnalité. C'est un retournement de paradigme extraordinaire quand même. On est parti d'une légende égyptienne avec des métaux et on se retrouve face à un véritable traité de régulation émotionnelle. L'alchimie, c'est définitivement pas la fabrication de faux or pour s'enrichir. Non, c'est la lente et douloureuse transmutation de notre propre chaos intérieur en un ordre conscient. Magnifique. Et ça prouve que pour les anciens, comprendre l'univers et comprendre l'âme humaine, c'était la même chose. Le langage allégorique permettait d'unir la physique et la psychologie. Tout à fait. Et pour boucler notre exploration, nos sources parlent d'un événement historique qui a fait l'effet d'une bombe dans tout ce paysage mystique. On est en 1614. Ah, l'affaire Casabon. Exactement. Isaac Casabon, un philologue protestant hyper rigoureux, publie une analyse linguistique dévastatrice sur le corpus hermeticum original en grec. Et il ne donne pas juste une opinion, il attaque sur la grammaire. Ouais, il est méthodique. Il démontre que le vocabulaire grec utilisé dans ces textes contient des concepts philosophiques hellénistiques tardifs, des mots qui n'existaient tout simplement pas dans la haute antiquité égyptienne. Donc Hermès Trismégiste, c'est pas un prophète antique. Non, il prouve que les textes ont été écrits dans les premiers siècles de notre ère. Casabon détruit littéralement le mythe de l'auteur divin. Il pulvérise l'autorité du texte. Et pourtant, on est là, en 2026, à en parler. L'influence du texte n'a jamais disparu. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale hyper paradoxale. Laquelle? L'esprit humain cherche toujours un tampon d'autorité, tu vois, une signature prestigieuse. Mais le fait que l'histoire ait démasqué cette supercherie sur l'identité d'Hermès, est-ce que ça détruit la mécanique du texte? Je dirais que ça prouve l'inverse. Exactement. Ça prouve qu'une grille de lecture psychologique, quand elle est aussi puissante, elle n'a besoin d'aucune origine mythologique pour transformer celui qui la lit. Le miroir fonctionne, peu importe qui l'a fabriqué. Voilà. C'est pas la signature en bas de la page qui crée l'alchimie, c'est le travail de lecteur. C'est une invitation pour ceux qui nous écoutent à tamiser leur propre chaos, avec grande industrie. Et surtout, doucement. Doucement, exactement.